Ce soir-là, sous la pluie de novembre, j'ai compris qu'une mère peut tout donner et tout perdre. Mon fils m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Vieille idiote, dehors, 2 mots, 30 secondes, 70 et 1 an d'amour, effacé. » Je m'appelle Garance Benoît, j'ai 71 ans, et je vais vous raconter comment une nuit dans un garage a changé ma vie pour toujours. Vous savez, on ne s'imagine jamais debout sous la pluie, à son âge, avec un sac en plastique contenant tout ce qu'on a pu sauver. On ne s'imagine pas chassé de sa propre maison par l'enfant qu'on a porté, nourri, aimé. Mais ce soir-là, c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'habitais depuis 3 ans chez mon fils Édouard et sa femme Chloé, dans cette belle maison bourgeoise de Neuilly-sur-Seine que mon défunt mari, Philippe, avait en partie financée. Philippe, mon amour, mon roc. Il nous avait quittés il y a 5 ans, après 42 ans de mariage. Cancer du pancréas. 4 mois entre le diagnostic et le départ. Avant de partir, il m'avait pris la main et murmuré « Promets-moi de rester proche d'Édouard. Il aura besoin de toi. » J'avais promis, j'avais tenu ma promesse, peut-être trop bien. Les premières années après la mort de Philippe, je vivais seule dans notre appartement du 15e arrondissement. Trop de souvenirs, trop de silence. Édouard passait me voir tous les dimanches. Chloé préparait le déjeuner. Tout semblait aller bien. Puis un soir, Édouard m'a téléphoné. « Maman, tu ne peux pas rester seule comme ça. Viens vivre avec nous, on a de la place. Et puis, tu pourrais nous aider avec les enfants. » Les enfants. Mes petits-enfants. Léa, 8 ans, et Jules, 6 ans. Mes trésors. J'ai accepté. Je pensais que c'était de l'amour. Je n'avais pas compris que c'était un arrangement. Au début, tout semblait parfait. J'avais ma chambre au 2e étage, avec vue sur le jardin. Je préparais le petit déjeuner, j'emmenais les enfants à l'école, je faisais les courses. Chloé travaillait dans la communication. Édouard dirigeait une start-up. Il rentrait tard. « Maman, tu nous sauves la vie !» disait Édouard en m'embrassant le front. Je me sentais utile, nécessaire, aimé. Mais peu à peu, l'utile est devenu l'attendu. L'attendu est devenu l'exigé. « Maman, tu peux aller chercher mes chemises au pressing ? Garance, ce soir on reçoit, tu peux préparer ta blanquette ? Maman, les enfants ont piscine à 16 heures. Plus de, s'il te plaît. Plus de, merci. » Juste des ordres polis. Le soir du drame, c'était un vendredi. Chloé avait organisé un dîner avec des clients importants. Elle m'avait demandé de préparer un menu gastronomique pour 12 personnes. J'avais passé toute la journée en cuisine. Dos courbé, mains tremblantes. À 71 ans, on n'a plus la force de ses 20 ans. Mais je voulais bien faire. Pour Édouard. Pour eux. Vers 19 heures, alors que je dressais les assiettes, Jules est entré en courant dans la cuisine et a renversé la soupière de velouté de châtaigne. Partout. Sur le carrelage, sur mes vêtements, sur lui. J'ai dit doucement « Ce n'est rien, mon chéri. On va nettoyer. » Mais Chloé est entrée comme une furie. « Garance, mais vous êtes incapable de surveiller un enfant ? Les invités arrivent dans 1 heure. » J'ai tenté de m'excuser. Jules pleurait. Puis Édouard est arrivé. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il a juste regardé le désastre et a dit, froidement, « Maman, tu ne peux plus vivre ici. Mon cœur s'est arrêté. Quoi ? Tu nous gênes. Tu es fatiguée. Tu fais des erreurs. On ne peut plus continuer comme ça. » Chloé a ajouté, les bras croisés, « On a fait un effort pendant 3 ans, Garance. Mais là, c'en est trop. J'ai regardé mon fils, mon petit garçon, celui que j'avais allaité, consolé, accompagné à l'université. Édouard, tu ne penses pas ce que tu dis. » Il a soupiré. Et là, il a prononcé les mots que je n'oublierai jamais. « Arrête de jouer les victimes, vieille idiote. Prends tes affaires et dégage. » Je suis restée figée. Vieille idiote. Dehors. Les enfants regardaient, par la porte entr'ouverte. Léa pleurait en silence. J'ai monté les escaliers comme un automate. J'ai mis quelques vêtements dans un sac. Une photo de Philippe. Mon châle en laine bleue. Et les clés. Les clés du garage. Ce garage que Philippe avait acheté il y a 15 ans, un peu à l'écart de Neuilly, près du bois de Boulogne. Il y rangeait sa vieille Peugeot et ses outils. Après sa mort, je n'y étais jamais retournée. Trop douloureux. Mais ce soir-là, je n'avais nulle part où aller. Sous la pluie, j'ai marché jusqu'à la station de taxi. Le chauffeur m'a regardé avec pitié. « Ça va, madame ? » ?»« Oui, emmenez-moi au 12, allée des Marronniers. » Le garage. 20 minutes plus tard, j'étais devant la porte en métal rouillé.
Mes mains tremblaient en insérant la clé dans la serrure. Je ne savais pas ce que j'allais trouver. Peut-être rien, peut-être un espace vide et froid où passer la nuit. J'ai tourné la clé, la porte s'est ouverte, et j'ai perdu le souffle, car à l'intérieur se trouvait... Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. À l'intérieur se trouvait une vie, pas le garage froid et poussiéreux que j'imaginais. Non, une petite pièce chauffée, propre, meublée, un lit, une place avec des draps blancs soigneusement pliés, une kitchenette avec une bouilloire, des tasses, du thé, un fauteuil près d'une lampe, des rideaux aux fenêtres, et sur la petite table en bois, une enveloppe, mon nom écrit dessus, de la main de Philippe. Garance. Mes jambes ont faibli. Je me suis effondrée sur le fauteuil, l'enveloppe entre mes mains tremblantes. J'ai pleuré, longtemps, sans bruit. Puis j'ai ouvert la lettre. Ma chérie, si tu lis ces mots, c'est que quelque chose ne va pas. C'est que tu as eu besoin de ce refuge. J'ai aménagé ce garage il y a 2 ans, quand j'ai compris que ma maladie allait gagner. Je ne voulais pas t'en parler pour ne pas t'inquiéter, mais je voulais que tu aies un endroit à toi, un lieu où personne ne pourrait te chasser. Dans le tiroir du bas, tu trouveras un livret bancaire à ton nom, 50 000 €. De quoi vivre dignement si jamais tu en as besoin. Garance, tu as été la lumière de ma vie, mais je te connais. Tu donnes trop, tu t'oublies pour les autres. Alors, je te laisse cet endroit pour te rappeler une chose. Tu as le droit d'exister, pour toi. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Philippe. J'ai tenu cette lettre contre mon cœur pendant des heures. Mon Philippe, mon amour. Même parti, il continuait à me protéger. Cette nuit-là, dans ce petit refuge qu'il m'avait préparé, j'ai enfin dormi. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi sans angoisse, sans réveil à 5 heures, pour préparer le petit déjeuner de tout le monde. J'ai dormi. Comme une femme libre. Le lendemain matin, en buvant mon thé près de la fenêtre, j'ai repensé à tout, à la vie d'avant, à celle que j'avais été. Vous savez, il fut un temps où j'étais heureuse, vraiment heureuse, 30 ans plus tôt. Philippe et moi vivions dans un appartement lumineux près du parc Monceau. 250 mètres carrés, parquet ancien, moulure au plafond. Édouard avait 10 ans. Il jouait du piano. Des sonates de Mozart résonnaient dans le salon chaque dimanche après-midi. Philippe dirigeait un cabinet d'architecture. Moi, j'enseignais la littérature dans un lycée privé. On organisait des dîners littéraires. On riait. On dansait dans la cuisine en préparant le repas. Le dimanche, on partait tous les 3 à Giverny. Philippe adorait peindre. Édouard courait dans les jardins de Monet. Je lisais Proust sous un arbre, un châle sur les épaules. C'était une vie simple, élégante, joyeuse. Édouard nous appelait « mes 2 amoureux ». Il disait qu'il voulait un mariage comme le nôtre. Philippe lui répondait en souriant « Alors épouse une femme forte, mon fils, pas une femme que tu peux contrôler ». Je n'ai compris que bien plus tard à quel point ces mots étaient prophétiques. Édouard a grandi, brillant, ambitieux, charmant. Il a fait HEC, puis un MBA à Londres. Il est revenu à Paris avec Chloé. Chloé, jolie, élégante, issue d'une famille de notaires parisiens. Tout le monde l'adorait, sauf Philippe. Il y a quelque chose chez elle qui me dérange, Garance. Quoi donc? Je ne sais pas. Une froideur, comme si tout était calculé. J'avais ri. Tu es trop méfiant, mon amour. Elle rend notre fils heureux. Philippe avait haussé les épaules. J'espère que tu as raison. Le mariage a eu lieu au château de Vaux-le-Vicomte. 300 invités, robe sur mesure, orchestre classique. Philippe a fait un discours magnifique. Il a dit « Édouard, tu as toujours été notre fierté. Mais souviens-toi, un homme se mesure à la façon dont il traite sa femme, ses parents et ses enfants. Sois digne. Toujours. » Tout le monde a applaudi. Chloé souriait. Mais dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'ai pas voulu voir. Un éclat dur, calculateur. Les premières années ont été agréables. Édouard nous rendait visite. Les petits-enfants sont nés. Léa, puis Jules. Des bébés magnifiques, rieurs, affectueux. Je passais des après-midi entiers avec eux. Je leur lisais Le Petit Prince. Je leur apprenais à faire des crêpes. Je leur racontais des histoires sur leur grand-père. Philippe jouait avec eux dans le jardin. Il construisait des cabanes. Il leur expliquait les étoiles. C'était le bonheur. Puis Philippe est tombé malade. Le cancer a tout changé. Édouard venait moins.
Je suis débordée, maman. La boîte d'école. Chloé envoyait des messages polis. Courage, Garance. On pense à vous. Mais il n'était pas là. Moi, j'étais là. Jour et nuit. À l'hôpital, puis à la maison. Je tenais la main de Philippe. Je lui lisais Baudelaire. Je lui chantonnais les chansons qu'il aimait. Vers la fin, il a murmuré « Garance, promets-moi, reste proche d'Édouard. Il va se perdre. » Se perdre ? Chloé, elle ne l'aime pas. Elle aime ce qu'il représente. Philippe, tu délires. Non, promets-moi. Veille sur lui, sur eux. J'ai promis. 3 jours plus tard, Philippe est parti. Et moi, je suis restée, seule. Assise dans ce petit refuge que mon mari m'avait laissé, j'ai compris quelque chose. Philippe savait. Il savait qu'Édouard changerait. Il savait que Chloé me rejetterait. Il savait que j'aurais besoin d'un endroit où me retrouver. Mais il savait aussi que j'étais forte, que je survivrais. Ce matin-là, en regardant la photo de Philippe posée sur la table, j'ai pris une décision. Je n'allais pas retourner supplier Édouard de me reprendre. Je n'allais pas me rabaisser. J'allais rester ici, réfléchir, comprendre et surtout me souvenir de qui j'étais avant de devenir une ombre dans la maison de mon fils. Mais avant cela, il me fallait récupérer quelques affaires, mes papiers, mes souvenirs. J'ai pris mon téléphone. Aucun message d'Édouard, aucun appel, comme si je n'existais plus. J'ai composé son numéro, une sonnerie, 2, 3, puis sa voix sèche. Quoi ? Édouard, c'est maman. Je voudrais passer récupérer mes affaires. Un silence. Puis, passe demain matin. 10 heures, pas plus tard. Il a raccroché. Pas de « Comment vas-tu ?» Pas de « Où as-tu dormi ?» Pas de « Pardon ». Rien. J'ai compris à cet instant que mon fils était devenu un étranger. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Le lendemain matin, j'ai pris le métro jusqu'à Neuilly. Dans le wagon, je regardais les gens autour de moi. Des jeunes avec leurs écouteurs, des mères avec des poussettes, des hommes en costume qui consultaient leur téléphone. Tous avaient un endroit où aller, une maison, une famille. Moi, j'allais récupérer mes affaires dans une maison qui n'était plus la mienne. Quand je suis arrivée devant la grande porte en chêne massif, j'ai hésité. Ma main tremblait en sonnant. Chloé a ouvert. Maquillage impeccable. Tailleur crème, parfum Chanel. Bonjour Garance. Pas de sourire, pas de geste. Bonjour Chloé. Mais elle a reculé pour me laisser entrer, comme on laisse entrer un livreur. Vos affaires sont dans des cartons au premier étage. Édouard est au bureau. Il m'a demandé de superviser. Superviser, comme si j'allais voler quelque chose. En montant l'escalier, j'ai entendu des voix d'enfants dans la cuisine. Léa et Jules prenaient leur petit déjeuner. Mon cœur s'est serré. Je voulais les voir, les embrasser. Mais Chloé m'a devancé. Les enfants sont occupés. Ce sera plus simple comme ça. Plus simple ? Pour qui ? Dans ma chambre, mon ancienne chambre, tout était rangé dans 4 cartons. Mes vêtements, mes livres, mes photos. Ma vie condensée en 4 boîtes en carton. Sur le lit, soigneusement plié, mon châle bleu. Celui que Philippe m'avait offert pour nos 20 ans de mariage. À côté, une enveloppe avec mon nom. J'ai ouvert l'enveloppe. Un mot de Chloé. Garance, nous vous remercions pour ces 3 années. Vous trouverez 6 juin un chèque de 1 000 € pour vous aider dans cette transition. Nous vous demandons de ne pas revenir sans invitation. Les enfants ont besoin de stabilité. Cordialement, Chloé et Édouard. Un chèque, 1 000 €, comme un salaire de départ pour une employée. J'ai relu la phrase « Nous vous demandons de ne pas revenir sans invitation. » Mes petits-enfants, mes trésors, on me les enlevait. En descendant les cartons, j'ai croisé le regard de Léa dans l'entrebâillement de la porte de la cuisine. Ses grands yeux bleus étaient remplis de larmes. « Mamie !» Chloé a fermé la porte. « Léa, finis ton petit déjeuner. » J'ai entendu ma petite fille pleurer derrière la porte. Mais je n'ai rien dit, parce que j'avais peur. Peur qu'ils m'interdisent complètement de les revoir. Peur de perdre définitivement ces enfants. Alors, je me suis tue. Et en me taisant, j'ai compris que j'avais déjà perdu. Dans le taxi qui me ramenait au garage, je tenais mon châle contre moi. Ce châle qui avait traversé tant d'années, tant de moments. Philippe, qui me l'enroulait autour des épaules les soirs d'hiver. Moi qui le portais quand j'allais chercher Édouard à l'école. Un bout de laine bleue qui contenait toute une vie. Et soudain, j'ai repensé aux signes. Tous ces signes que je n'avais pas voulu voir.
2 ans plus tôt. 6 mois après mon installation chez Édouard et Chloé. Un dimanche, nous étions tous dans le salon. Les enfants jouaient, Édouard lisait le journal, Chloé pianotait sur son téléphone. J'ai proposé « Et si on allait se promener au bois de Boulogne ? Il fait si beau. » Chloé a levé les yeux, un sourire poli. « Oh, Garance, nous avons prévu un déjeuner entre amis. Vous ne seriez pas à l'aise. Ce sont des gens de notre âge. Des gens de leur âge. J'avais 59 ans. Elle en avait 38. 21 ans de différence. Mais ce n'était pas une question d'âge. C'était une question de place. Ma place n'était pas avec eux. Ma place était dans la cuisine. Ou dans ma chambre. 1 an plus tôt. Un soir, j'ai entendu Chloé au téléphone avec une amie. « Oui, elle est gentille, mais parfois c'est étouffant. Non, elle ne sort jamais. Elle est toujours là. Enfin, c'est pratique pour les enfants. Mais... » Je me suis éloignée sans bruit. Ce soir-là, j'ai pleuré dans ma chambre. Étouffante. Pratique. Voilà ce que j'étais devenue. 6 mois plus tôt. Pour l'anniversaire d'Édouard, j'avais préparé son gâteau préféré. Un fraisier. Celui que je lui faisais depuis qu'il était enfant. Quand je l'ai apporté à table, il a souri. « Merci, maman. » Puis Chloé a dit d'un ton léger, « C'est gentil, Garance, mais la prochaine fois, peut-être quelque chose de plus léger ?» Édouard fait attention à sa ligne. Elle a découpé de fines tranches. Symbolique. Mon gâteau, mon amour, réduit à une politesse gênante. Tous ces moments, tous ces petits rejets, ces phrases douces qui blessent plus que les cris. Je les avais avalés, digérés, excusés. Ils sont fatigués. Ils ont beaucoup de pression. Je suis trop sensible. Je m'étais convaincue que c'était normal, que j'exagérais, que j'étais chanceuse d'être chez eux. Mais aujourd'hui, assise dans ce taxi avec mes 4 cartons, je comprenais enfin. Je n'avais pas été chanceuse. J'avais été utilisée. Et quand je n'avais plus été utile, on m'avait jetée. Comme on jette un appareil en panne, sans regret, sans reconnaissance, avec un chèque de 1 000 € pour solde de tout compte. De retour au garage, j'ai rangé mes affaires lentement. Chaque objet me racontait une histoire. Une photo de Philippe et moi à Venise. J'avais 40 ans. Nous buvions un spritz sur la place Saint-Marc. Nous rêvions de vieillir ensemble, de voyager, de voir grandir nos petits-enfants. Philippe avait tenu sa promesse. Il avait vieilli avec moi, jusqu'au bout. Mais Édouard, lui, avait oublié toutes les siennes. Ce soir-là, j'ai ouvert le livret bancaire que Philippe m'avait laissé. 50 000 €. De quoi vivre 1 an, peut-être 2 si j'étais prudente. J'ai regardé autour de moi. Ce petit refuge, propre, calme, à moi. Et j'ai pris une décision. Je n'allais pas supplier. Je n'allais pas m'excuser d'exister. J'allais vivre, dignement, simplement. Mais surtout, j'allais observer. Parce que Philippe m'avait dit quelque chose, juste avant de mourir. La vie finit toujours par rendre justice, Garance. Toujours. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. « Allô ? Madame Benoît ? Ici, Maître Lefebvre, notaire. Je gère la succession de votre époux. Il y a un document que vous devez signer. Pouvez-vous passer à mon cabinet cette semaine ? » Un document ? Oui. Concernant le garage et d'autres dispositions testamentaires. Mon cœur a battu plus fort. Philippe, encore lui. Même parti, il continuait à veiller sur moi. Le cabinet du notaire se trouvait rue de Rivoli, dans un immeuble haussmannien aux moulures dorées. J'ai gravi les escaliers lentement, mon châle bleu serré autour de mes épaules. Novembre touchait à sa fin, le froid s'installait. La secrétaire m'a fait entrer dans un bureau aux boiseries sombres. Maître Lefebvre était un homme d'une 60aine d'années, lunettes fines, costume 3 pièces. Il s'est levé pour me serrer la main. « Madame Benoît, je vous remercie d'être venue. Vous m'avez parlé de documents à signer ?» Il a ouvert un dossier épais. « Oui, votre époux, Philippe Benoît, a établi plusieurs dispositions testamentaires dont certaines ne devaient être révélées qu'après un délai de 5 ans suivant son décès. Nous y sommes. 5 ans. Jour pour jour. Philippe était parti un 28 novembre. Nous étions le 28 novembre. Mon cœur s'est serré. Maître Lefebvre a sorti une enveloppe scellée. « Votre mari était un homme prévoyant, Madame Benoît. Et si je puis me permettre, un homme qui vous aimait profondément. » Il a ouvert l'enveloppe et en a sorti plusieurs documents. Premièrement, le garage situé allée des Marronniers. Il est à votre nom depuis le décès de Monsieur Benoît. Entièrement payé. Aucune charge. C'est votre propriété exclusive.
Je le savais déjà, mais l'entendre officiellement m'a ému. Deuxièmement, Monsieur Benoît a placé sur un compte bloqué la somme de 120 000 euros. Cette somme devait vous être versée 5 ans après son décès, à condition que... Il a hésité. À condition que quoi, maître? À condition que vous soyez seul. Ses termes exacts étaient « Si Garance vit encore chez notre fils, l'argent reste bloqué. Si elle vit de manière indépendante, l'argent lui revient immédiatement. » J'ai cligné des yeux. Je ne comprends pas. Maître Lefebvre a retiré ses lunettes. Madame Benoît, votre mari est venu me voir 3 mois avant sa mort. Il était très lucide. Il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a pris une feuille manuscrite. Avec votre permission, je vais vous lire ces mots. Maître Lefebvre, je connais ma femme. Elle donnera tout. Elle s'oubliera. Et notre fils? Je crains qu'il ne profite de sa bonté. Chloé, sa femme, est une femme froide, calculatrice. Elle voit Garance comme une commodité, pas comme une mère, pas comme une grand-mère. Je veux que Garance ait les moyens de partir si elle en a besoin. Mais je la connais. Elle ne partira pas d'elle-même. Elle s'accrochera par amour. Alors, voici ce que je demande. Si dans 5 ans elle vit encore chez Édouard, bloquez l'argent. Cela signifiera qu'elle va bien, qu'elle est heureuse. Mais si elle vit seule, alors elle aura eu besoin de partir. Elle aura eu le courage de choisir sa dignité. Et à ce moment-là, donnez-lui tout, qu'elle puisse vivre libre, qu'elle puisse respirer. Je ne serai plus là pour la protéger. Mais mon amour, lui, restera. Les larmes coulaient sur mes joues. Philippe, mon Philippe, il avait tout vu, tout compris, tout prévu. Maître Lefebvre m'a tendu un mouchoir. Votre mari était un homme exceptionnel, madame. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Donc, cet argent, il est à vous. 120 000 euros, disponible immédiatement. Avec les 50 000 du livret, vous avez 170 000 euros. De quoi vivre confortablement plusieurs années. Il a sorti un dernier document. Et enfin, ceci, une lettre, encore une, avec mon nom, à ouvrir si Garance vit seule. Je suis sorti du cabinet du notaire dans un état second. Dans mon sac, la lettre de Philippe, fermée, scellée. Je n'avais pas eu le courage de l'ouvrir devant le notaire. Je voulais être seul, dans notre refuge. De retour au garage, j'ai préparé du thé. J'ai allumé la petite lampe. Je me suis assise dans le fauteuil que Philippe avait choisi. Et j'ai ouvert la lettre. Ma Garance adorée, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé le courage de partir. Je suis fière de toi. Je sais ce que tu as dû traverser. Je sais ce qu'Édouard est devenu. Ce n'est plus notre petit garçon, Garance. Chloé l'a transformé. Quand j'étais à l'hôpital, pendant que tu dormais sur la chaise à côté de moi, Édouard est venu me voir. Une seule fois. Il est resté 10 minutes. Il regardait sa montre. Je lui ai dit « Prends soin de ta mère, elle sera fragile. » Il m'a répondu « Ne t'inquiète pas, papa, on s'occupera d'elle. » Mais dans ses yeux, j'ai vu ce que je craignais. Il ne parlait pas d'amour. Il parlait d'obligation, de gestion. Chloé était dans le couloir. Elle souriait à son téléphone. Elle n'est même pas entrée me voir. À ce moment-là, j'ai compris. Alors j'ai tout organisé. Le garage, l'argent, cette liberté que je te laisse. Garance, tu as 66 ans aujourd'hui. Tu es belle, tu es forte, tu as encore tant d'années devant toi. Ne les passe pas à mendier l'amour de ceux qui ne savent pas te voir. Vis pour toi, voyage, lis, promène-toi, retrouve-toi. Et si un jour Édouard se réveille, s'il revient vers toi avec de vraies excuses, tu décideras. Mais ne cours pas après lui. Jamais. La dignité, ma chérie, c'est le seul trésor qu'on ne peut pas nous voler, sauf si on le donne. Je t'aime, pour toujours, ton Philippe. J'ai pleuré longtemps, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de reconnaissance. Philippe m'avait aimé jusqu'au bout, au-delà du bout, et maintenant, j'avais les moyens de vivre, vraiment vivre. Les jours suivants, j'ai commencé à réorganiser ma vie. J'ai acheté quelques meubles pour rendre le garage plus chaleureux. Un petit canapé, une bibliothèque, des rideaux plus épais pour l'hiver. J'ai repris mes livres, Proust, Colette, Marguerite Duras. Je cuisinais pour moi, des plats que j'aimais, pas ce que les autres attendaient. Je me promenais au bois de Boulogne, seul, tranquille. Pour la première fois depuis des années, je respirais. Mais les enfants me manquaient terriblement. Léa et Jules. Chaque soir, je regardais leurs photos sur mon téléphone, leurs sourires, leurs petites mains dans les miennes,
Avaient-ils demandé où j'étais? Pleuraient-ils? Ou bien Chloé leur avait-elle déjà expliqué que mamie était fatiguée et avait besoin de repos? Un mensonge élégant pour effacer une grand-mère gênante. Puis, un matin, j'ai reçu un message. Un numéro inconnu. Mamie, c'est Léa. J'ai pris le téléphone de maman. Tu me manques. Pourquoi tu es partie? Jules pleure tous les soirs. Moi aussi. S'il te plaît, reviens. Je t'aime. Mon cœur s'est brisé. J'ai relu le message 10 fois, 20 fois. Puis j'ai répondu. Ma chérie, mamie va bien. Je t'aime très fort, toi et Jules. Ne pleure pas. On se reverra bientôt. Je te le promets. Le message est resté en lu. Mais aucune réponse. 2 heures plus tard, un autre message. D'Édouard cette fois. Maman ne contacte plus les enfants. Léa a pris le téléphone de Chloé sans permission. Nous avons besoin de temps. Respecte notre décision. Respecte notre décision. Comme si mes petits-enfants étaient leur propriété. Comme si mon amour ne comptait pas. Ce soir-là, je suis sortie marcher. J'avais besoin d'air. Il pleuvait légèrement. Les réverbères illuminaient les flaques. Tout était calme. En passant devant un café, j'ai vu une femme seule près de la fenêtre. Elle buvait un thé en lisant. Elle devait avoir mon âge. Elle souriait en tournant les pages de son livre. Elle était seule. Mais elle n'avait pas l'air abandonnée. Elle avait l'air libre. Je suis rentrée au garage et j'ai pris une décision. J'allais respecter leur demande, pour l'instant. Mais j'allais aussi observer. Philippe m'avait dit « La vie finit toujours par rendre justice ». Je n'allais pas forcer les choses. Je n'allais pas supplier. J'allais attendre. Et surtout, j'allais comprendre. Comprendre qui était vraiment devenu mon fils. Comprendre qui était Chloé. Comprendre ce qui s'était réellement passé. 2 semaines plus tard, en faisant mes courses au Monoprix près de Neuilly, j'ai croisé une femme que je connaissais. Sylvie. Une ancienne voisine de l'époque où Philippe et moi vivions dans le 15e. Elle avait mon âge. Nous prenions parfois le thé ensemble. Garance. Mon Dieu, ça fait des années. Elle m'a serré dans ses bras. Sylvie, quelle surprise. Tu habites dans le quartier maintenant? Non, je passais. Elle a souri. Viens, on prend un café. Tu as le temps? Nous nous sommes installés dans un petit salon de thé rue de Longchamp. Sylvie commandait déjà des éclairs au chocolat en riant. Alors, raconte-moi tout. Comment va Édouard? Et les petits? J'ai hésité. Devais-je mentir? Faire comme si tout allait bien? Mais quelque chose en moi s'est rebellé. Non, j'en avais assez de faire semblant. Sylvie, je ne vis plus chez Édouard. Elle a froncé les sourcils. Ah bon? Pourquoi? Disons que nous avons eu des différends. Sylvie a posé sa tasse. Garance, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je lui ai tout raconté. Le dîner, l'insulte, l'expulsion, le garage, les lettres de Philippe, tout. Sylvie m'écoutait, le visage grave. Quand j'ai terminé, elle a soupiré longuement. Garance, je vais te dire quelque chose, et tu ne vas pas aimer. Mon cœur s'est accéléré. Quoi donc? Il y a 6 mois, j'ai croisé Chloé dans une boutique du Bon Marché. Elle était avec une amie, je les ai entendus parler. Et Sylvie a baissé la voix. Elle disait qu'elle en avait assez de gérer la vieille, que tu étais devenu un poids, que dès que les enfants seraient plus grands, elle te demanderait de partir. J'ai senti mon sang se glacer. Elle a vraiment dit ça? Oui, mot pour mot. Son amie riait. Elle disait « Mais au moins, elle vous rend service, non ?» Et Chloé a répondu « Oui, mais à quel prix? Elle est toujours là, toujours dans nos pattes. » Un silence. Garance, ton fils a épousé une femme froide, une femme qui ne t'a jamais aimé. Elle t'a utilisé. Et maintenant qu'elle n'a plus besoin de toi, elle t'a jeté. Je suis rentrée au garage dans un état second. Ainsi, Chloé avait tout prévu. Depuis des mois, peut-être des années. Le dîner raté, l'insulte d'Édouard. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas la fatigue ou la colère. C'était une excuse. Une excuse pour me chasser. Proprement. Définitivement. Ce soir-là, assise dans mon fauteuil, j'ai repensé à tous les moments. Les sourires polis de Chloé. Ses remarques douces mais blessantes. Sa manière de me mettre à l'écart. Philippe avait raison. Elle ne m'avait jamais aimé. Et Édouard, mon fils, avait laissé faire. Pire, il avait participé. Mais je n'étais plus la même femme que celle qui avait été chassée sous la pluie il y a 3 semaines. J'avais un toit, j'avais de l'argent, j'avais ma dignité. Et surtout,
J'avais compris. Compris que je ne pouvais pas forcer l'amour, que je ne pouvais pas mendier une place dans leur vie, mais je pouvais observer, attendre. Et comme Philippe l'avait dit, la vie finit toujours par rendre justice. Toujours. Je me demande encore si j'ai bien fait de ne pas insister davantage. Et vous? Auriez-vous laissé partir vos petits-enfants sans vous battre? Les semaines suivantes, j'ai vécu dans une étrange tranquillité. Le garage était devenu mon cocon. Je me levais tard. Je prenais mon petit déjeuner face à la fenêtre. Je lisais, je me promenais. Mais chaque jour, une douleur sourde me traversait. Mes petits-enfants, Léa, Jules, leur absence était une amputation. Un matin de décembre, alors que je buvais mon thé, j'ai reçu un coup de téléphone inattendu. « Madame Benoît? Ici Madame Arnaud, la directrice de l'école Sainte-Geneviève. » Mon cœur a bondi. L'école de Léa et Jules. « Oui, Madame la directrice? Je vous appelle parce que nous avons un léger problème. Jules a eu un malaise ce matin. Rien de grave, mais nous devons le renvoyer à la maison. Nous avons essayé de joindre Madame Benoît, enfin, Madame Moreau, mais elle ne répond pas. Son téléphone semble éteint. Et mon fils? Monsieur Moreau est en déplacement à Londres pour la semaine. Nous avons trouvé votre numéro comme contact secondaire dans le dossier. Pouvez-vous venir chercher Jules? J'ai fermé les yeux. Édouard m'avait interdit de voir les enfants. Mais là, ils avaient besoin de moi. J'arrive. 20 minutes plus tard, j'étais devant l'école. Mon cœur battait si fort. Jules était assis dans le bureau de l'infirmière, pâle, les yeux rouges. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé. « Mamie !» Il s'est jeté dans mes bras. « Mamie, tu es revenue !» J'ai serré mon petit-fils contre moi. Il sentait le savon et la craie. Il tremblait un peu. « Je suis là, mon chéri. Je suis là. » L'infirmière m'a expliqué qu'il avait eu une crise d'angoisse. Pas de fièvre, pas de maladie, juste de l'angoisse, à 6 ans. Cela arrive de plus en plus souvent, m'a confié l'infirmière à voix basse. Il pleure beaucoup en classe. Il dit qu'il veut voir sa mamie. Mon cœur s'est déchiré. J'ai ramené Jules au garage. Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas le déposer dans une maison vide. Dans le taxi, il me tenait la main. « Mamie, pourquoi tu es partie? Mon chéri, c'est compliqué. Maman dit que tu es fatigué, que tu avais besoin de repos. Oui, quelque chose comme ça. Mais tu nous aimes encore, Léa et moi? » Les larmes me sont montées aux yeux. « Jules, je vous aime plus que tout au monde. Plus que tout. » Il a posé sa tête sur mon épaule. « Alors, reviens à la maison, s'il te plaît. » Au garage, j'ai préparé du chocolat chaud. Jules regardait autour de lui, curieux. « C'est où, ici, mamie? » « C'est chez moi maintenant. C'est petit. Oui, mais c'est à moi. » Il a réfléchi. « Tu es heureuse ici ?» Cette question. De la bouche d'un enfant de 6 ans. « Oui, mon chéri. Je suis heureuse. » « Plus heureuse qu'à la maison ?» J'ai hésité. Comment expliquer à un enfant qu'on peut être plus heureuse seule que maltraitée en famille? Jules, parfois les grands ont besoin d'un endroit à eux, pour réfléchir, pour respirer. Il a hoché la tête gravement. Comme quand je vais dans ma cabane au fond du jardin? Exactement. Nous avons passé l'après-midi ensemble. J'ai lu Le Petit Prince. Jules s'est endormi sur le petit canapé, la tête sur mes genoux. Je caressais ses cheveux blonds, si doux, si innocents. Cet enfant souffrait, et personne ne le voyait. Chloé était trop occupée. Édouard était trop absent. Et moi, on m'avait chassé. Vers 17h, mon téléphone a sonné. Chloé. J'ai décroché. Allô? Garance. Sa voix était glaciale. L'école m'a prévenu que vous avez récupéré Jules. Oui. Vous ne répondiez pas. Il avait besoin de quelqu'un. Ramenez-le immédiatement. Il dort. Je me fiche qu'il dorme. Ramenez-le. Chloé, il a fait une crise d'angoisse à l'école. Il pleure tous les jours. Il demande à me voir. Un silence. Ce qui se passe dans notre famille ne vous regarde plus, Garance. Vous avez choisi de partir. Assumez. Je n'ai pas choisi. On m'a chassé. Vous dramatisez. Comme toujours. Chloé, cet enfant souffre. Cet enfant va très bien. Il s'adapte. Les enfants s'adaptent toujours. Sa froideur me glaçait. Je vais le ramener. Mais je veux parler à Édouard. Édouard est d'accord avec moi. Ramenez Jules avant 18h. Sinon, j'appelle la police. Elle a raccroché. J'ai réveillé Jules doucement. Mon chéri, il faut rentrer. Déjà? Oui. Maman t'attend. Il s'est accroché à moi. Je veux rester avec toi, mamie. Je sais, mon amour, mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Comment répondre à ça? Parce que les adultes ont décidé comme ça. C'est pas juste.
Non, ce n'est pas juste. Devant la maison de Neuilly, Chloé attendait sur le perron, bras croisés, visage fermé. Jules est sorti du taxi et a couru vers elle. « Maman, j'étais chez mamie. C'était trop bien. » Chloé ne l'a pas embrassée. Elle a juste posé sa main sur son épaule. « Rentre, va faire tes devoirs. » Jules est entré, déçu. Chloé s'est approchée du taxi. « Garance, c'est la dernière fois. Si vous approchez encore mes enfants sans ma permission, je demande une ordonnance de restriction. » Vos enfants? Ce sont mes petits-enfants. Justement, petits-enfants, pas vos enfants. Vous n'avez aucun droit. J'ai le droit de les aimer. Vous avez le droit de respecter nos décisions. Elle a tourné les talons et a claqué la porte. Dans le taxi qui me ramenait, j'ai pleuré. Pas de rage, pas de désespoir, juste une tristesse immense. Chloé était en train de couper mes petits-enfants de moi, délibérément, froidement, et Édouard laissait faire. Ce soir-là, j'ai ouvert un petit carnet que Philippe m'avait offert des années auparavant. Un carnet en cuir bleu avec des pages ivoire. J'avais toujours voulu écrire dedans, mais je n'avais jamais osé. Ce soir, j'ai commencé. 28 novembre, 5 ans jour pour jour après le départ de Philippe. Aujourd'hui, j'ai compris que je ne récupérerai pas mon fils par la douceur. Chloé a décidé que je n'existais plus. Et Édouard suit. Mais Jules souffre. Léa aussi, j'en suis sûre. Je ne peux pas forcer les choses, mais je peux observer, écouter, comprendre. Philippe m'a dit « La vie finit toujours par rendre justice. » Alors, j'attends. Et j'écris, pour ne pas oublier, pour témoigner. Si un jour quelqu'un lit ces lignes, qu'il sache ceci. Une grand-mère qui aime ne renonce jamais, même dans le silence. Les jours suivants, j'ai continué à écrire dans mon carnet. J'y notais tout, les souvenirs, les détails, les phrases. C'était ma manière de résister, de ne pas laisser effacer mon histoire. Puis, une semaine avant Noël, quelque chose s'est produit. J'étais au marché de Neuilly en train d'acheter des légumes quand j'ai entendu une voix familière. « Non, mais c'est incroyable, tu te rends compte? 3 ans qu'elle squattait chez nous. » Chloé. Elle était à quelques mètres avec 2 amis devant un stand de fromage. Mon cœur s'est accéléré. J'ai reculé derrière un étal de fleurs pour écouter. « Attends, elle vivait chez vous gratuitement ?» a demandé une des amies. « Oui, gratuitement. Enfin, soi-disant elle nous aidait avec les enfants, mais franchement, à la fin, c'était plus une charge qu'autre chose. » L'autre amie a ri. « Et elle est partie, comme ça ?» Chloé a souri, un sourire froid. « Disons que nous avons facilité les choses, c'est-à-dire, on a organisé un dîner important. Elle a fait une gaffe. Édouard a explosé. Elle a pris ses clics et ses claques. Organisé ? » Chloé a haussé les épaules. « Écoutez, elle ne comprenait pas les signaux. On a été patient, très patient. Mais à un moment, il faut savoir être pragmatique. Mon sang s'est glacé. Organisé. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas la fatigue d'Édouard. C'était un piège. Je suis restée cachée derrière les fleurs, tremblante. Chloé continuait. Et puis franchement, maintenant qu'elle n'est plus là, on respire. Les enfants se sont calmés. On a retrouvé notre intimité. Les enfants n'ont pas demandé où était leur grand-mère. Si, au début, mais on leur a expliqué qu'elle était fatiguée, qu'elle avait besoin de repos. Ils ont compris. Les enfants oublient vite. Les enfants oublient vite. Jules qui pleurait tous les soirs. Léa qui m'envoyait des messages en cachette. Ils n'oubliaient pas. Ils souffraient. L'une des amies a demandé « Et financièrement, elle va s'en sortir ?» Chloé a fait un geste vague. On lui a donné 1 000 €. Après 3 ans chez nous, c'est déjà généreux. Et puis, elle doit avoir des économies. Son mari était architecte. 1 000 €. Généreuse. Après 3 ans de services gratuits, de repas préparés, d'enfants élevés, de maisons entretenues. Chloé a ajouté, d'un ton léger, « De toute façon, les vieilles personnes ont besoin de moins. Et puis, elle a sa retraite. Elle s'en sortira. Tu n'as pas peur qu'elle fasse des histoires ?» Chloé a ri. « Des histoires? Garance? Elle est bien trop fière. Et puis, qui la croirait? Nous, on est irréprochables. On l'a accueillie. On l'a nourrie. On lui a donné un toit. Si elle parle, elle passera pour une ingrate. » Un silence. « Tu es maligne, Chloé. Merci. Il faut savoir protéger sa famille. » Elles sont parties en riant. Moi, je suis restée là, figée, au milieu du marché. Organisée. Le dîner. L'accident de Jules. La colère d'Édouard.
Tout avait été calculé. Chloé m'avait piégé. Et Édouard, mon fils, avait joué le jeu. Je suis rentré au garage dans un état second. J'ai sorti mon carnet et j'ai écrit tout, mot pour mot, ce que Chloé avait dit, ce que j'avais entendu. Philippe m'avait dit « La vie finit toujours par rendre justice. Mais parfois, la vie a besoin d'aide. Parfois, la vérité a besoin d'un témoin. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je n'allais pas me venger, ce n'était pas mon style. Mais j'allais observer, documenter, comprendre, et surtout, j'allais attendre le bon moment. Car dans mon cœur, je le savais. Chloé avait fait une erreur. Elle m'avait sous-estimée. Elle pensait que j'étais faible, soumise, brisée. Mais Philippe m'avait laissé plus que de l'argent. Il m'avait laissé ma dignité. Et une femme digne est une femme dangereuse. Pas par méchanceté, mais par vérité. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'une vieille amie de Philippe, Monsieur Renaud, son ancien associé au cabinet d'architecture. Garance, c'est Henri Renaud. J'ai appris pour ta situation. Comment l'as-tu appris? Édouard est venu me voir la semaine dernière. Il cherche des investisseurs pour sa start-up. Mon cœur s'est accéléré. Ah bon? Oui. Il m'a expliqué que tu vivais maintenant de manière indépendante, que vous aviez convenu d'un arrangement à l'amiable. Un arrangement à l'amiable. Oui, il avait l'air, soulagé. Un silence. Garance, je connais Édouard depuis qu'il est enfant. Ce n'est plus le même garçon. Philippe me l'avait dit avant de partir. Henri, surveille mon fils. Il risque de se perdre. Tu as investi? Non. Quelque chose me dérangeait. Alors j'ai fait des recherches. Mon cœur battait fort. Quel genre de recherche? Henri a hésité. Garance, il faut qu'on se voie. Il y a des choses que tu dois savoir, des choses importantes. 2 jours plus tard, j'étais assise dans un café de Saint-Germain-des-Prés, face à Henri Renaud. Il avait 75 ans, les cheveux blancs, des lunettes fines. Un homme élégant et réfléchi. Il a sorti un dossier. Garance, ce que je vais te dire est délicat, mais tu dois savoir. Je t'écoute. J'ai fait auditer la start-up d'Édouard, discrètement, par un ami expert comptable. Il a ouvert le dossier. Sa société est en difficulté, grave difficulté. Il a des dettes de plus de 200 000 €, des factures impayées, des salaires en retard. J'ai blêmi. Comment est-ce possible? Mauvaise gestion, dépenses excessives et surtout, un train de vie qu'il ne peut pas assumer. Il m'a montré des relevés bancaires. Regarde, voyage à Dubaï, restaurant étoilé, vêtements de luxe, voitures de sport. Tout ça sur le compte professionnel. Mais comment peut-il encore vivre dans cette maison à Neuilly? Henri a soupiré. La maison, justement. Il a sorti un autre document. La maison que Philippe a financée à hauteur de 60% est hypothéquée. Édouard a contracté un prêt de 300 000 € il y a 2 ans. Mon cœur s'est arrêté. Pourquoi faire? Officiellement, pour rénover. En réalité, je pense que c'était pour éponger ses dettes professionnelles. Il a refermé le dossier. Garance, ton fils est au bord de la faillite. Et je pense que... Il a hésité. Tu penses que quoi? Je pense que c'est pour ça qu'ils t'ont gardé si longtemps. Et c'est pour ça qu'ils t'ont chassé. Je ne comprenais pas. Explique-moi. Henri a pris ma main. Pendant que tu étais chez eux, tu faisais tout. Gratuitement. Garde d'enfants, ménage, cuisine, courses. Tu leur économisais au moins 2 000 € par mois. J'ai fait le calcul. 3 ans. 72 000 €. Mais pourquoi me chasser alors? Parce que tu coûtais aussi. Nourriture, électricité, présence. Et surtout, il a marqué une pause. Surtout, tant que tu vivais chez eux, tu ne touchais pas l'héritage différé de Philippe. Mon sang s'est glacé. Comment sais-tu pour l'héritage différé? Philippe m'en avait parlé. Il voulait te protéger. Il savait qu'Édouard était en difficulté financière. Il voulait que tu sois indépendante. Henri m'a regardé droit dans les yeux. Garance, Édouard et Chloé savaient pour l'héritage différé. Philippe avait dû en parler à Édouard. Et je pense qu'ils ont calculé. Tant que tu vivais chez eux, l'argent restait bloqué. Mais dès que tu partais, l'argent me revenait. Exactement. Tout devenait clair. Le piège du dîner, l'insulte, l'expulsion. Ils voulaient que je parte, pas par méchanceté, par calcul, car une fois parti, j'aurais l'argent de Philippe. Et eux, ils pourraient me demander de l'aide. Henri a ajouté doucement. Garance, je pense qu'ils vont revenir. Dans quelques semaines, quelques mois, quand la situation sera vraiment critique.
Ils vont revenir avec des excuses, des larmes, des promesses. Pour me demander de l'argent? Oui, un silence. Que dois-je faire? Henri a souri tristement. Ça, ma chère Garance, c'est à toi de décider. Mais souviens-toi de ce que Philippe disait toujours. La dignité avant tout. Je suis rentrée au garage le cœur lourd. Tout s'expliquait. Le sourire de Chloé, la distance d'Édouard, la mise en scène du dîner. J'avais été utilisée, calculée, jetée. Mais maintenant je savais. Et savoir, c'est pouvoir. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon carnet « 15 décembre ». Aujourd'hui, j'ai compris que mon fils ne m'avait pas chassé par colère. Il m'avait chassé par intérêt. Le pire, ce n'est pas la trahison, c'est la préméditation. Mais Philippe avait raison. La vie finit toujours par rendre justice. Et moi, je vais attendre. Pas pour me venger, pour voir. Car ceux qui construisent leur vie sur le mensonge finissent toujours par s'écrouler. Toujours. Noël approchait. Les rues de Paris brillaient de 1000 lumières. Les vitrines des grands magasins scintillaient. Les enfants regardaient les jouets avec des yeux émerveillés. Moi, je marchais dans le froid en serrant mon châle bleu. C'était mon premier Noël sans Édouard, sans Léa, sans Jules. Mon premier Noël vraiment seul depuis la mort de Philippe. J'ai acheté un petit sapin, 50 centimètres de haut. Je l'ai installé dans le garage et j'ai accroché quelques boules que j'avais gardées. Des boules anciennes, peintes à la main, que Philippe et moi avions achetées à Prague il y a 30 ans. Chaque boule racontait une histoire. Celle-ci, nous l'avions achetée l'année de la naissance d'Édouard. Celle-là, lors de notre voyage à Vienne. Une autre, le dernier Noël de Philippe. Je les regardais en pleurant doucement. Tant de souvenirs, tant d'amour. Tout cela pour finir seul dans un garage, chassé par mon propre fils. Le 20 décembre, j'ai reçu un message. « Édouard, mon cœur a bondi. Maman, nous devons parler. Peux-tu passer demain? 14 heures. Aucune excuse, aucune tendresse. Juste un ordre froid. » Henri avait raison. Il revenait. J'ai hésité toute la soirée. Devais-je y aller? Devais-je refuser? Finalement, j'ai décidé d'y aller. Pas par faiblesse, par curiosité. Je voulais voir, entendre, comprendre jusqu'où ils étaient prêts à aller. Le lendemain, j'ai sonné à la porte de la maison de Neuilly. Chloé a ouvert. Visage fermé, aucun sourire. « Bonjour, Garance. » Entrez. Pas de bise, pas de chaleur, comme si j'étais une étrangère. Dans le salon, Édouard était assis dans le fauteuil en cuir. Il ne s'est pas levé. « Bonjour, maman. »« Bonjour, Édouard. » Un silence pesant. Chloé s'est assise à côté de lui, unie, fermée. « Alors, que voulais-tu me dire ?» ai-je demandé. Édouard a croisé les bras. « Voilà, on a réfléchi. On pense qu'on a peut-être réagi trop vite. Mon cœur a battu plus fort. »« Ah bon? » ?»« Oui. Tu nous as manqué. Les enfants aussi. » Mensonge. Je le voyais dans ses yeux. « Édouard, les enfants souffrent. Jules fait des crises d'angoisse. Léa pleure. Chloé a soupiré. Les enfants sont fragiles, Garance. Mais ils vont bien. Ils s'adaptent. Ils ne s'adaptent pas. Ils souffrent. » Édouard a levé la main. « Maman, on ne t'a pas fait venir pour débattre de l'éducation de nos enfants. » Sa froideur me glaçait. « Alors pourquoi ?» Il a échangé un regard avec Chloé. « Voilà, on traverse une période difficile, financièrement. Ma start-up a des problèmes de trésorerie. Enfin, la vérité, je suis désolée de l'apprendre. On a pensé que, peut-être, tu pourrais nous aider. » Mon sang s'est glacé. « M'aider comment? Eh bien, tu as hérité de papa, le garage, l'argent. On sait que tu as des liquidités. Alors c'était ça. Il m'avait chassé pour que je touche l'héritage. Et maintenant, il voulait l'argent. J'ai pris une grande inspiration. Combien? Édouard a hésité. 50 000 € pour sauver la boîte, rembourser les fournisseurs, relancer l'activité. 50 000 €. Presque tout ce que Philippe m'avait laissé dans le livret. Et si je refuse? Chloé a souri. Un sourire froid. Alors tu ne reverras plus les enfants. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Tu as bien entendu, Garance. On te propose un arrangement. Tu nous aides, on te laisse revenir dans la vie des enfants. Tu refuses, on coupe les ponts. Définitivement. Un chantage. Ils étaient en train de me faire chanter. Je les ai regardés. Mon fils, sa femme, 2 étrangers. Laissez-moi réfléchir. Édouard s'est levé. On a besoin d'une réponse avant Noël. Pourquoi cette urgence? Parce que j'ai des échéances. Si je ne paie pas avant le 31 décembre,
Je suis en faillite. Voilà. Tout était dit. Ils avaient attendu le dernier moment. Ils avaient calculé, organisé, manipulé. Et maintenant, ils me tenaient par les sentiments, par l'amour que j'avais pour mes petits-enfants. En sortant de la maison, j'ai croisé Léa dans l'escalier. Elle descendait de sa chambre. Quand elle m'a vue, elle s'est arrêtée net. « Mamie ?» Mon cœur a fondu. « Ma chérie ?» Elle s'est jetée dans mes bras en pleurant. « Mamie, tu nous as tellement manqué. Pourquoi tu ne viens plus ?» J'ai serré ma petite fille contre moi. « Ma chérie, c'est compliqué. Maman dit que tu es fâchée contre nous. » Mon sang a bouilli. « Non, mon ange, je ne suis pas fâchée. Jamais. » Chloé est apparue en haut de l'escalier. « Léa, monte dans ta chambre. »« Mais maman, c'est mamie ?» Tout de suite, Léa m'a regardée avec des yeux suppliants. « S'il te plaît, mamie, reviens. » Je n'ai rien pu dire. Chloé a pris Léa par le bras et l'a tirée vers l'étage. Dans le taxi, je tremblais de rage. Ils utilisaient mes petits-enfants. Ils les manipulaient. Ils leur mentaient. Et maintenant, ils me faisaient chanter. 50 000 € contre mes petits-enfants. De retour au garage, j'ai sorti mon carnet. J'ai écrit tout, la conversation, le chantage, les regards froids, les larmes de Léa. Puis j'ai relu tout ce que j'avais écrit depuis des semaines. Les signes, les phrases, les mensonges. Et soudain, j'ai compris. J'ai tout compris. Ils ne m'avaient jamais aimé. Dès le début, j'avais été un outil. Quand ils avaient besoin d'aide avec les enfants, je leur étais utile. Quand ils ont eu besoin que je libère l'héritage de Philippe, ils m'ont chassé. Et maintenant qu'ils avaient besoin d'argent, ils revenaient. Tout était calculé. Depuis le début. Philippe avait raison. Chloé était froide, calculatrice. Et Édouard, mon fils, était devenu comme elle. Cette nuit-là, j'ai relu les lettres de Philippe. Ne les passe pas à mendier l'amour de ceux qui ne savent pas te voir. La dignité, ma chérie, c'est le seul trésor qu'on ne peut pas nous voler, sauf si on le donne. Philippe savait, il avait tout prévu. Il m'avait laissé l'argent pour que je sois libre, pas pour que je le donne à un fils ingrat et à une belle-fille manipulatrice. Le 23 décembre, j'ai rappelé Édouard. « Maman, tu as réfléchi ?» « Oui. »« Alors ?» J'ai pris une grande inspiration. Ma réponse est non. Un silence. « Quoi ?»« Non, Édouard, je ne te donnerai pas d'argent. Maman, tu ne comprends pas, je vais perdre ma boîte, la maison, tout. Je comprends très bien, mais tu as fait tes choix. Tu assumes. » Chloé a pris le téléphone. Sa voix était glaciale. « Très bien, Garance. Alors tu ne reverras plus jamais Léa et Jules. C'est clair ? Jamais. » Mon cœur saignait, mais ma voix était ferme. « Si c'est le prix de ma dignité, alors soit. » J'ai raccroché. J'ai pleuré toute la nuit. Pas de regret, pas de culpabilité, juste une immense tristesse. J'avais perdu mon fils, j'avais perdu mes petits-enfants, mais j'avais gardé mon âme. Le lendemain, jour de réveillon, je suis allée au cimetière Montparnasse, la tombe de Philippe. J'ai déposé des roses blanches, ses préférées. Je me suis agenouillée dans la neige. « Mon amour, j'ai suivi tes conseils. J'ai dit non. » Le vent soufflait doucement. « Je sais que tu es fier de moi. » Une larme a coulé sur ma joue. « Mais ça fait si mal, Philippe, si mal. » En rentrant, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous la porte du garage. Mon cœur a bondi. Peut-être Édouard, peut-être des excuses. J'ai ouvert l'enveloppe. Ce n'était pas Édouard, c'était Léa. Une lettre, écrite de sa main d'enfant de 8 ans. « Chère mamie, je t'écris en cachette. Maman ne sait pas. Mamie, je ne comprends pas pourquoi tu ne viens plus. Maman dit que c'est ta faute, que tu es égoïste. Mais je ne la crois pas. Jules pleure tous les soirs. Il demande où tu es. Moi aussi je pleure. Papa et maman se disputent tout le temps. Papa crie. Maman pleure. Ils disent que c'est à cause de l'argent, à cause de toi. Mamie, s'il te plaît, reviens. Même si maman ne veut pas. Reviens. Je t'aime. Léa. PS. J'ai gardé la photo de toi et moi à Giverny. Je la regarde tous les soirs. J'ai serré cette lettre contre mon cœur. Ma petite Léa. Mon trésor. Elle souffrait. Ils souffraient tous les deux. Et moi, je ne pouvais rien faire. Car si je cédais, je perdais ma dignité. Si je refusais, je perdais mes petits-enfants. Ce soir-là, dans mon petit refuge, j'ai compris quelque chose. La justice n'était pas encore venue. Mais elle viendrait. Car ceux qui construisent leur bonheur sur la douleur des autres finissent toujours par payer. Toujours. Et moi,
Je serai là pour voir, pas par vengeance, mais par vérité. Le 25 décembre, seul dans mon garage, j'ai allumé une bougie devant le petit sapin. J'ai pensé à Philippe, à Léa, à Jules, et j'ai prié, pas pour moi, pour eux, pour que la vérité éclate, pour que la justice arrive, pour que mes petits-enfants, un jour, comprennent. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel, un numéro inconnu. Madame Benoît, ici maître Dubois, avocat. Je représente un huissier mandaté par plusieurs créanciers de monsieur Édouard Moreau. Mon cœur s'est serré. Oui, nous avons appris que vous êtes sa mère. Monsieur Moreau est insolvable. Ses biens vont être saisis. Sa maison va être mise en vente. Un silence. Nous vous contactons car, parfois les familles préfèrent régler les dettes pour éviter la saisie. Combien ? 250 000 €. Une somme astronomique. Je ne peux pas. Je comprends. Alors la procédure suivra son cours. Il a raccroché. Édouard allait perdre sa maison, sa start-up, tout. Et il ne m'avait pas rappelé. Pas pour s'excuser, pas pour pleurer, juste pour demander de l'argent. J'ai ouvert mon carnet. J'ai écrit 28 décembre. Aujourd'hui, j'ai compris que la justice ne vient pas toujours sous forme de punition. Parfois, elle vient sous forme de conséquences. Édouard a fait ses choix. Il a menti, manipulé, trahi. Maintenant, il récolte. Et moi, je ne pleurerai pas sur sa chute, car un homme qui chasse sa mère sous la pluie ne mérite pas d'être sauvé, même par amour. La vérité était nue désormais. Mon fils n'était plus mon fils, il était devenu un étranger froid, calculateur, sans cœur. Et moi, j'étais enfin libre, libre de l'illusion, libre du mensonge, libre de l'espoir vain. Philippe, où que tu sois, merci. Merci de m'avoir préparé. Merci de m'avoir protégé. Merci de m'avoir laissé ma dignité. Janvier est arrivé avec son cortège de froid et de silence. Les rues de Paris étaient grises. Les gens marchaient vite, emmitouflés dans leurs manteaux. La nouvelle année avait commencé, mais pour moi, c'était comme si le temps s'était arrêté. Chaque matin, je me réveillais avec la même douleur sourde au cœur. Mes petits-enfants. J'avais relu 100 fois la lettre de Léa. Ses mots d'enfant, son écriture tremblante. « Mamie, s'il te plaît, reviens. » Mais comment revenir vers ceux qui vous ont chassé? Comment tendre la main vers ceux qui l'ont coupé? Le 10 janvier, alors que je lisais près de la fenêtre, j'ai entendu frapper à la porte du garage. Mon cœur a bondi. Personne ne connaissait cet endroit. Personne sauf... J'ai ouvert. Édouard. Il se tenait là, sous la pluie fine, sans parapluie. Les cheveux mouillés, le visage défait. Il avait vieilli de 10 ans en quelques semaines. « Maman !» Sa voix était brisée. Je suis restée sur le seuil. Je ne l'ai pas fait entrer. « Que veux-tu, Édouard ? Il faut qu'on parle. Nous avons déjà parlé. Tu voulais de l'argent. J'ai refusé. Que reste-t-il à dire ? » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Maman, je t'en supplie. Écoute-moi. » J'ai hésité. Puis j'ai reculé pour le laisser entrer. Il est resté debout au milieu du petit espace, regardant autour de lui. Le canapé, la kitchenette, le sapin avec ses vieilles boules. « C'est ici que tu vis ? » ?»« Oui. »« Grâce à ton père. » Il a baissé les yeux. « Je ne savais pas que papa avait... » Philippe savait tout, Édouard. Il savait ce que tu deviendrais. Il savait que tu me chasserais. Alors, il m'a protégée. Un silence lourd. Édouard s'est assis sur le bord du canapé. Il se tenait la tête entre les mains. « Maman, je suis désolé. » Ces mots, enfin, mais ils sonnaient creux. Désolé de quoi, exactement? Il a relevé la tête. De tout. De t'avoir parlé comme je l'ai fait. De t'avoir chassé. De m'avoir utilisé? De m'avoir manipulé? De m'avoir fait chanter? Il a pâli. Maman, ce n'était pas quoi? Il s'est levé, nerveux. Écoute, j'étais sous pression. La boîte coulait. Chloé était stressée. Les enfants étaient difficiles. J'ai craqué. Tu as craqué. Oui, et tu t'es défoulé sur moi, sur ta mère. Je sais, j'ai eu tort. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cet homme de 41 ans, avec ses traits tirés et ses yeux fuyants, ce n'était plus mon petit garçon qui jouait du piano dans le salon. Ce n'était plus l'adolescent qui voulait un mariage comme celui de ses parents. C'était un homme brisé par ses propres choix. « Pourquoi es-tu venu, Édouard ?» Il a pris une grande inspiration. « Parce que tout s'effondre, maman. Je sais. L'huissier m'a appelé. » Il a écarquillé les yeux. « Il t'a appelé ?»« Oui. » « Pour me demander si je voulais régler tes dettes ? 250 000 €. Il a baissé la tête. «
Et tu as dit non. Évidemment. Pourquoi? Ma voix s'est durcie. Pourquoi? Parce que tu m'as traitée de vieille idiote, parce que tu m'as chassée sous la pluie, parce que tu m'as fait chanter avec mes propres petits-enfants. Voilà pourquoi. Édouard s'est effondré sur le canapé, la tête dans les mains. Maman, si tu ne m'aides pas, je perds tout. La maison, la boîte, tout. Je sais. Et ça ne te fait rien? J'ai senti ma gorge se serrer. Si, ça me fait quelque chose. Tu es mon fils, mais tu n'es plus l'homme que j'ai élevé. Je suis toujours ton fils. Non, mon fils ne m'aurait jamais traité comme tu l'as fait. Mon fils m'aurait respecté, aimé, protégé. Un silence. Papa t'a protégé. Moi, je t'ai trahi. Édouard s'est mis à pleurer. De vraies larmes. Des sanglots d'homme brisé. Maman, je suis perdu. Je ne sais plus qui je suis. Chloé me pousse. Elle veut toujours plus. Plus d'argent, plus de luxe, plus de statut. Et moi, j'ai essayé de suivre. Mais je n'y arrive pas. Alors pourquoi restes-tu avec elle? Il a levé les yeux vers moi. Parce que j'ai peur. Peur d'être seul. Peur d'échouer. Peur de décevoir. Tu m'as déjà déçu, Édouard. Le jour où tu as choisi sa froideur plutôt que mon amour. Il s'est levé et s'est approché de moi. Maman, s'il te plaît, aide-moi. Je te rembourserai. Je te jure. Comment? Tu es ruiné. Je trouverai un moyen. Je travaillerai. Je reconstruirai. Mais s'il te plaît, ne me laisse pas tomber. J'ai reculé. Édouard, écoute-moi bien. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Si je te donne cet argent, tu ne changeras pas. Tu continueras à vivre au-dessus de tes moyens. Tu continueras à laisser Chloé te manipuler. Tu continueras à faire les mauvais choix. Non, je te promets. Les promesses, tu les as déjà faites. À ton père, à moi, et tu les as toutes brisées. Il a reculé, comme frappé. Alors tu ne feras rien? Tu me laisseras couler? Non, Édouard, ce n'est pas moi qui te laisse couler. C'est toi qui as choisi de sauter dans l'eau sans savoir nager. C'est facile à dire pour toi. Tu as l'argent de papa. Ma voix s'est faite glaciale. Cet argent, ton père me l'a laissé pour que je vive dignement. Pas pour que je sauve un fils ingrat qui m'a chassé comme une moins que rien. Édouard a serré les poings. Très bien, très bien. Il s'est dirigé vers la porte. Tu sais ce qui va se passer, n'est-ce pas? On va perdre la maison. Les enfants devront changer d'école. Chloé va me quitter. Et tout ça sera de ta faute. Mon sang s'est glacé. De ma faute? Il s'est retourné. Oui, parce que tu aurais pu nous aider. Mais tu as choisi ton orgueil. Quelque chose en moi s'est brisé. Non, pas brisé, libéré. Édouard, regarde-moi. Ma voix était calme, froide, ferme. Pendant 3 ans, j'ai vécu chez vous. J'ai cuisiné, j'ai fait le ménage, j'ai élevé tes enfants, j'ai tout donné, gratuitement, par amour. Il a baissé les yeux. Vous m'avez traité comme une bonne. Vous m'avez humilié, isolé, et quand je n'ai plus été utile, vous m'avez jeté. Ce n'est pas vrai. Si, et tu le sais. J'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti mon carnet bleu. Tu vois ça? J'ai tout écrit. Tout. Les phrases de Chloé, tes regards froids, le piège du dîner, la conversation que j'ai entendue au marché où Chloé avoue avoir organisé mon expulsion. Édouard a blêmi. Tu as entendu ça? Oui, j'ai tout entendu. J'ai tout noté. J'ai refermé le carnet. Alors ne viens pas me dire que c'est de ma faute. Tes problèmes, tu les as créés. Toi, pas moi. Édouard a reculé vers la porte. Je vois. Tu veux ta revanche? Non, Édouard. Je ne veux pas de revanche. Je veux juste ma paix. Eh bien, tu l'auras. Mais ne t'attends pas à revoir Léa et Jules. Jamais. Ces mots ont frappé mon cœur comme un coup de poignard. Tu utilises tes propres enfants comme monnaie d'échange? Ce sont mes enfants, pas les tiens. Ils sont mes petits-enfants. Plus maintenant. Il est sorti en claquant la porte. Je suis restée immobile, tremblante. C'était fini. Vraiment fini. Je venais de perdre mon fils. Définitivement. Et mes petits-enfants avec lui. Cette nuit-là, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de Philippe. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais au fond de moi, je savais. Je savais que j'avais fait le bon choix. Car une mère qui sauve son fils de toutes ses erreurs l'empêche de grandir. Et un fils qui chantonne sa mère avec ses propres petits-enfants ne mérite pas d'être sauvé. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de Chloé. « Garance, puisque vous refusez de nous aider, nous quittons Paris. Nous déménageons en province. Vous ne saurez pas où. Ne cherchez pas à nous contacter. Les enfants n'ont pas besoin d'une grand-mère égoïste. »
Égoïste. J'avais donné 3 ans de ma vie. J'avais tout sacrifié. Et maintenant, j'étais égoïste. J'ai relu le message 10 fois, puis je l'ai effacé, et j'ai éteint mon téléphone. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai vécu dans une sorte de brouillard. Je sortais peu. Je mangeais à peine. Je regardais par la fenêtre en pensant à Léa et Jules. Étaient-ils heureux? Tristes? Me cherchaient-ils? Je ne le saurais jamais. Un matin de février, alors que je buvais mon thé, j'ai entendu frapper à la porte. Encore. Mon cœur a battu fort. Édouard? Chloé? J'ai ouvert. C'était Henri Renaud, l'ami de Philippe. « Bonjour, Garance. Je peux entrer ?» Henri s'est assis. Il avait l'air grave. « Garance, il faut que tu saches quelque chose. »« Quoi donc ?»« Édouard et Chloé n'ont pas déménagé en province. » Mon cœur a bondi. « Comment ça ?»« Ils sont toujours à Paris. Ils ont quitté la maison de Neuilly, c'est vrai. Elle a été saisie. Mais ils vivent maintenant dans un petit appartement à Levallois. Un 2 pièces. Comment le sais-tu ? J'ai des contacts, j'ai fait des recherches, discrètement. Il a sorti une enveloppe. Et j'ai découvert autre chose. Henri a posé des documents sur la table. Chloé a quitté Édouard. Mon sang s'est glacé. Quoi ? Oui, il y a 3 semaines. Elle a demandé le divorce. Et elle a pris la garde exclusive des enfants. Mais pourquoi ? Henri a soupiré. Parce qu'Édouard n'a plus rien. Plus d'argent, plus de statut, plus de maison. Chloé est une femme calculatrice. Elle ne reste pas avec les perdants. J'ai senti ma tête tourner. Édouard était seul, ruiné, abandonné. Et les enfants ? Chloé a la garde. Édouard a un droit de visite un week-end sur 2. Mais d'après ce que j'ai compris, il ne vient même pas les chercher. Il a honte. Honte ? Oui, honte d'avoir tout perdu. Honte de ne pas pouvoir les emmener dans un bel endroit. Honte d'être devenu rien. Henri m'a pris la main. Garance, je te dis tout ça parce que tu as le droit de savoir. Mais je veux aussi te dire une chose importante. Quoi ? Tu as bien fait de refuser de l'aider. J'ai senti des larmes monter. Vraiment ? Oui, parce que si tu l'avais fait, tu aurais retardé l'inévitable. Édouard devait toucher le fond pour comprendre. Et maintenant, il y est. Et s'il ne remonte jamais ? Henri a souri tristement. C'est son choix, pas le tien. Après le départ d'Henri, je suis restée assise longtemps. Mon fils avait tout perdu. Sa femme, sa maison, son statut, ses enfants. Et une partie de moi souffrait pour lui. Mais une autre partie, plus profonde, savait. Philippe avait raison. La vie finit toujours par rendre justice. Édouard avait construit sa vie sur le mensonge, la manipulation, l'apparence. Et maintenant, tout s'était écroulé. Comme un château de cartes. Ce soir-là, j'ai ouvert mon carnet. J'ai écrit 15 février. Aujourd'hui, j'ai appris que mon fils a tout perdu. Je devrais me réjouir. Mais je ne me réjouis pas. Je suis juste triste. Triste qu'il ait fallu en arriver là. Triste qu'il n'ait pas écouté son père. Triste qu'il ait choisi l'apparence plutôt que l'amour. Mais je ne regrette rien. Car en refusant de le sauver, je l'ai peut-être aidé à se sauver lui-même. Un jour, peut-être, il comprendra. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous ? Qu'auriez-vous fait à ma place ? Les semaines ont passé comme des pages qu'on tourne doucement. Mars est arrivé avec ses premières promesses de printemps. Les bourgeons apparaissaient sur les arbres du bois de Boulogne. La lumière changeait, les jours rallongeaient. Et moi, lentement, je renaissais. J'avais pris une décision. Je ne passerai pas le reste de ma vie à pleurer sur ce que j'avais perdu. Philippe ne l'aurait pas voulu. Et au fond de moi, je ne le voulais pas non plus. J'ai commencé par de petites choses, des promenades quotidiennes, longues, apaisantes. J'ai repris la lecture. Pas seulement les classiques, mais aussi de nouveaux auteurs. Des femmes qui racontèrent des histoires de renaissance, de résilience, de force tranquille. J'ai cuisiné, pour moi. Des plats que j'aimais, une blanquette, un coq au vin, un gâteau au chocolat que je mangeais seul, sans culpabilité. Et j'ai écrit, dans mon carnet bleu, pas seulement l'histoire de ma douleur, mais aussi celle de ma reconstruction. Un matin, en me regardant dans le miroir, j'ai vu quelque chose de nouveau. Mes cheveux avaient blanchi. Des rides nouvelles marquaient mon visage. Mais mes yeux avaient changé. Ils n'étaient plus ceux d'une femme brisée. C'étaient les yeux d'une femme qui avait traversé la tempête et qui avait survécu. Un après-midi de mars, alors que je lisais dans un café près du parc Monceau, une femme s'est approchée de ma table. « Excusez-moi, Garance ?» J'ai levé les yeux. C'était Agnès.
Une ancienne collègue du lycée où j'enseignais, il y a plus de 15 ans. Agnès! Mon Dieu! Nous nous sommes embrassés. Elle avait mon âge, les cheveux courts et gris, un sourire lumineux. Ça fait si longtemps, qu'est-ce que tu deviens? Je ne savais pas quoi répondre. Lui raconter ma vie, ma chute, ma renaissance. Finalement, j'ai dit simplement « Je vis, et toi ?» Agnès s'est assise. Nous avons commandé du thé. Elle m'a raconté sa vie. Son divorce, il y a 10 ans. Ses 2 filles, maintenant adultes et indépendantes. Sa nouvelle passion pour l'aquarelle. Et toi, Garance, tu as pris ta retraite? Oui, il y a 5 ans, après la mort de Philippe. Oh, je suis désolée. Philippe était un homme merveilleux. Oui, il l'était. Un silence. Et ton fils? Édouard? J'ai hésité. Puis, j'ai décidé de dire la vérité. Nous ne nous parlons plus. Agnès a froncé les sourcils. Pourquoi? C'est compliqué. Disons que nous avons eu des visions différentes de la famille. Elle a hoché la tête. Je comprends. Moi aussi, j'ai eu des conflits avec mes filles, pendant des années. Mais tu sais ce qui a tout changé? Quoi? J'ai arrêté d'attendre qu'elles changent. J'ai changé, moi. J'ai construit ma vie, ma vraie vie. Et quand elles ont vu que j'étais heureuse sans leur validation, elles sont revenues. Ces mots ont résonné en moi pendant des jours. J'ai construit ma vie, ma vraie vie. Qu'est-ce que ma vraie vie? Pendant 42 ans, j'avais été l'épouse de Philippe. Pendant 41 ans, j'avais été la mère d'Édouard. Pendant 8 ans, j'avais été la grand-mère de Léa et Jules. Mais qui étais-je? Moi, Garance. J'ai commencé à me poser cette question tous les matins. Et lentement, des réponses ont émergé. J'aimais la littérature, toujours. J'aimais enseigner, transmettre. J'aimais les gens, les histoires, les âmes. Un jour, en passant devant une médiathèque de quartier, j'ai vu une affiche. Bénévole recherché pour cours d'alphabétisation. Aider des adultes à apprendre à lire. Mon cœur a battu plus fort. J'étais professeur de lettres, j'avais enseigné pendant 25 ans. Peut-être pouvais-je encore transmettre. Je me suis inscrite le jour même. Tous les mardis et jeudis, j'allais à la médiathèque. J'enseignais la lecture à des adultes, des migrants pour la plupart. Des hommes et des femmes qui avaient tout quitté pour recommencer une vie ici. Ils me regardaient avec des yeux pleins de reconnaissance. « Madame Garance, grâce à vous, je peux lire les lettres de l'école de mes enfants. Madame Garance, aujourd'hui, j'ai lu mon premier livre en français. Madame Garance, vous m'avez donné un cadeau que personne ne pourra me reprendre. Les mots. Pour la première fois depuis des années, je me sentais utile. Vraiment utile. Pas utilisé. Utile. Pas par obligation familiale. Par choix. Et cette différence changeait tout. Un soir d'avril, alors que je rentrais de la médiathèque, j'ai croisé une silhouette familière près du bois de Boulogne. Une petite fille, 8 ou 9 ans, blonde. Mon cœur s'est arrêté. Léa. Elle était assise sur un banc, seule, un cartable à ses pieds. Elle pleurait. J'ai couru vers elle. Léa. Elle a levé les yeux. Quand elle m'a vue, son visage s'est illuminé. Mamie. Elle s'est jetée dans mes bras. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là, toute seule? Maman devait venir me chercher à l'école. Mais elle est en retard. Ça fait 1 heure. Mon sang s'est glacé. 1 heure? Et tu n'as pas de téléphone? Non. Maman dit que je suis trop petite. J'ai regardé autour de moi. Personne. Où habites-tu maintenant? À Levallois, rue Anatole France. J'ai pris la main de Léa. Viens, on va rentrer ensemble. Dans le taxi, Léa s'est blottie contre moi. Mamie, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, ma chérie. Toi aussi. Pourquoi tu n'es plus jamais venue nous voir? J'ai cherché les mots. Parfois, les adultes se disputent, et les enfants en souffrent. Mais ce n'est jamais de votre faute. Tu comprends? Elle a hoché la tête. Maman dit que tu ne nous aimes plus. Mon cœur s'est brisé. Léa, écoute-moi bien. Je t'aime. Toi et Jules. Plus que tout au monde. Ne l'oublie jamais. Jamais. Devant l'immeuble de Levallois, j'ai accompagné Léa jusqu'à la porte. C'était un immeuble modeste, très loin de la maison bourgeoise de Neuilly. Léa a sonné. Personne. Elle a fouillé dans son cartable et a sorti une clé. Maman m'a donné une clé, au cas où. Une enfant de 8 ans avec une clé. Seule pendant des heures. Nous sommes montés au 3e étage. L'appartement était petit. 2 pièces, un salon-cuisine, une chambre. Où dors-tu? Sur le canapé, avec Jules. Maman dort dans la chambre. Mon cœur saignait. Léa m'a montré l'appartement. Des cartons encore empilés dans un coin. Peu de meubles,
pas de décoration. Sur le réfrigérateur, une photo. Chloé, souriante, avec un homme que je ne connaissais pas. « C'est qui ?» ai-je demandé. « Le nouveau copain de maman. Il s'appelle Stéphane. Il est gentil, mais il ne veut pas qu'on habite avec eux. Pourquoi? Il dit que les enfants, ça coûte cher. J'ai préparé un goûter pour Léa. Du pain, du chocolat. J'ai trouvé des fruits dans le réfrigérateur. Nous avons parlé. De l'école, de Jules, de ses rêves. Mamie, est-ce que tu crois que papa va revenir? Revenir où, ma chérie? Revenir nous voir. Il ne vient plus depuis longtemps. Pourquoi? Maman dit qu'il a honte, qu'il n'a plus d'argent pour nous emmener dans de beaux endroits. Édouard avait honte. Mon fils, qui avait tout sacrifié pour l'apparence, ne venait même plus voir ses enfants parce qu'il avait honte de sa pauvreté. Vers 18 heures, la porte s'est ouverte. Chloé. Quand elle m'a vue, elle s'est figée. Garance, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai trouvé Léa seule, en pleurs, près de l'école. Depuis 1 heure. Chloé a pâli. J'ai eu un imprévu. Un imprévu qui vous fait oublier votre fille pendant 1 heure? Elle a serré les dents. Ce ne sont pas vos affaires. Si, quand il s'agit de la sécurité de ma petite fille. Chloé a posé son sac. Elle avait l'air épuisée. Plus de maquillage impeccable. Plus de tailleur élégant. Juste une femme fatiguée dans un jean et un pull. Écoutez, Garance, ma vie n'est pas facile en ce moment. Je fais ce que je peux. Je ne juge pas. Je constate. Elle s'est assise. Que voulez-vous? J'ai pris une grande inspiration. Je veux voir mes petits-enfants. Hors de question. Chloé, regardez la réalité. Vous travaillez. Vous avez une vie. Ces enfants ont besoin de stabilité, de présence. Ils ont ce qu'il faut. Léa était seule pendant 1 heure, sur un banc, en pleurant. Un silence. Chloé a baissé les yeux. Je sais que je ne suis pas une mère parfaite, mais je fais ce que je peux. Toute seule. Vous n'êtes pas obligée d'être seule. Elle a relevé la tête. Quoi? Laissez-moi les voir. 1 fois par semaine. Le mercredi, par exemple. Je peux les récupérer à l'école, leur faire leurs devoirs, les nourrir, les ramener ici le soir. Elle m'a regardée, méfiante. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que ce sont mes petits-enfants, et que je les aime. Chloé a réfléchi longuement. Puis elle a dit, d'une voix fatiguée, « D'accord, mais à une condition. » Laquelle? Vous ne parlez jamais de moi. Vous ne les montez pas contre moi. Je ne l'ai jamais fait, et je ne le ferai jamais. Un silence. Très bien. Les mercredis. Mais si vous faites quoi que ce soit qui me déplaît, c'est terminé. Ce soir-là, en rentrant au garage, j'ai pleuré. Mais cette fois, c'était des larmes de joie. J'allais revoir mes petits-enfants. Pas comme avant, pas tous les jours, mais 1 fois par semaine. Et c'était déjà immense. Le mercredi suivant, j'ai attendu Léa et Jules devant leur école. Quand ils m'ont vu, ils ont couru vers moi en criant « Mamie !» Je les ai serrés dans mes bras. Leurs petits corps chauds, leur rire, leurs mains dans les miennes. Mon cœur était plein. Nous sommes allés au parc, puis au café. J'ai acheté des crêpes. Nous avons ri, parlé, joué. Jules m'a raconté l'école. Léa m'a montré ses dessins. « Mamie, regarde, c'est toi et moi. » Sur le dessin, une grande dame et une petite fille se tenaient par la main. Au-dessus, un soleil immense. C'est magnifique, ma chérie. Je l'ai fait pour toi, pour que tu n'oublies pas que je t'aime. Ce soir-là, en les ramenant chez Chloé, Jules m'a demandé « Mamie, tu vas revenir mercredi prochain ?»« Oui, mon chéri. »« Promis ?»« Promis. » Les semaines ont passé. Tous les mercredis, je voyais Léa et Jules. Chloé respectait notre accord. Elle ne disait rien. Elle me laissait faire. Un jour, alors que je ramenais les enfants, elle m'a dit « Garance, merci. » J'ai été surprise. De quoi? De les aimer, malgré tout. Un mercredi de mai, alors que je me promenais avec les enfants au jardin du Luxembourg, j'ai vu une silhouette assise sur un banc, à l'écart. Édouard. Mon cœur s'est arrêté. Il regardait les enfants jouer au loin. Il ne m'avait pas vu. Il avait maigri. Ses vêtements étaient froissés. Son visage était marqué. J'ai hésité. Devais-je l'ignorer? Partir? Puis Léa a crié « Papa !» Elle a couru vers lui. Édouard s'est levé. Il a ouvert les bras. Léa s'est jetée contre lui en pleurant. « Papa, tu m'as tellement manqué !» Jules a couru à son tour. « Papa !» J'ai observé la scène de loin. Mon fils, si fier autrefois, pleurait en serrant ses enfants. Puis il a levé les yeux. Il m'a vu. Nos regards se sont croisés. J'ai vu dans ses yeux tout ce qu'il n'avait jamais dit. Le regret,
la honte, la douleur. J'ai vu un homme brisé, un homme qui avait tout perdu, et qui comprenait enfin. J'aurais pu partir, l'ignorer, le punir, mais quelque chose en moi a changé. Je ne voulais plus de guerre, je voulais la paix. Je me suis approché lentement. « Bonjour, Édouard. » Il a baissé les yeux. « Bonjour, maman. » Un long silence. Puis il a dit, d'une voix brisée, « Je suis désolé. Je sais. Non, tu ne sais pas. Je suis désolé pour tout. Pour ce que je t'ai dit, pour ce que je t'ai fait, pour... » Sa voix s'est cassée. Pour avoir été un mauvais fils. Les enfants nous regardaient, inquiets. J'ai posé ma main sur l'épaule d'Édouard. « Tu n'es pas un mauvais fils. Tu es un fils perdu. Mais on peut toujours se retrouver. » Il a levé les yeux vers moi. « Tu peux me pardonner ?» J'ai réfléchi longuement. Puis j'ai dit « Je ne sais pas encore, mais je peux essayer. » Nous avons marché ensemble, en silence. Les enfants couraient devant. Édouard m'a raconté sa faillite, son divorce, sa solitude. « J'ai tout perdu, maman, tout. Pas tout. Tu as tes enfants. Mais je ne les vois presque plus. J'ai honte. Honte de quoi? De n'avoir rien à leur offrir. Pas de cadeaux, pas de sortie, rien. » Je me suis arrêtée. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Édouard, écoute-moi bien. Tes enfants n'ont pas besoin de cadeaux. Ils ont besoin de toi, de ta présence, de ton amour. » Il a secoué la tête. « Mais je n'ai rien. Tu as tout. Tu as un cœur. Tu as des bras. Tu as du temps. C'est ça, l'essentiel. » Il a pleuré. Longtemps. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu mon fils, le vrai. Celui qui avait été perdu sous les mensonges, l'orgueil et l'apparence. Ce jour-là, je n'ai pas pardonné Édouard. Pas encore. Mais j'ai compris quelque chose d'essentiel. La justice n'est pas la vengeance. La justice, c'est laisser les conséquences naturelles faire leur œuvre. Édouard avait perdu tout ce qu'il avait construit sur le mensonge. Mais il avait gagné quelque chose de plus précieux, la lucidité. En rentrant au garage ce soir-là, j'ai ouvert mon carnet bleu. J'ai écrit 15 mai. Aujourd'hui, j'ai revu mon fils. Il a changé. Pas par mes paroles, pas par ma colère, mais par la vie. La vie l'a brisé, pour mieux le reconstruire. Philippe avait raison. La vie finit toujours par rendre justice. Mais la vraie justice n'est pas la punition. C'est la transformation. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément. Sans colère, sans rancœur. Avec juste une certitude tranquille. J'avais fait le bon choix. En refusant de sauver Édouard, je l'avais laissé tomber, pour qu'il apprenne à se relever seul. Et maintenant, enfin, il se relevait. 2 ans ont passé. 2 ans pendant lesquels j'ai reconstruit ma vie, pierre par pierre. Mes mercredis avec Léa et Jules sont devenus le cœur de ma semaine. Le bénévolat à la médiathèque me donnait un but. Mes promenades au bois de Boulogne me donnaient la paix. J'avais 73 ans. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais heureuse. Édouard avait trouvé un emploi modeste dans une petite agence d'architecture. Il voyait ses enfants un week-end sur 2. Il vivait dans un studio à Montreuil. Un soir, il m'a téléphoné. « Maman, il faut que je te dise quelque chose. »« Oui, j'ai compris. J'ai compris pourquoi tu as refusé de m'aider. Si tu m'avais sauvée, je n'aurais jamais changé. » Un silence. « Tu m'as sauvée en me laissant tomber. » Chloé, elle, avait épousé son nouveau compagnon, un homme riche, beaucoup plus âgé qu'elle. Mais d'après ce que Léa me racontait, elle n'avait pas l'air heureuse. « Mamie, Stéphane crie tout le temps et maman pleure souvent. » Pourquoi pleure-t-elle? Je ne sais pas, mais elle dit qu'elle est fatiguée, que personne ne l'aime vraiment. Un jour de novembre, j'ai reçu un appel de l'hôpital Bichat. « Madame Benoît, nous avons admis Madame Chloé Moreau. Elle a eu un malaise. Elle vous a demandé. » Mon cœur a battu fort. J'arrive. Dans le couloir de l'hôpital, j'ai croisé Chloé qui sortait d'une chambre. Elle portait une blouse d'hôpital. Son visage était pâle, ses yeux vides. Quand elle m'a vue, elle s'est arrêtée. Nous nous sommes regardés en silence. Elle m'avait traitée de vieille idiote. Elle m'avait chassée. Elle m'avait manipulée. Et maintenant, 2 ans plus tard, je retrouvais ce même regard vide dans un couloir d'hôpital. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Garance, sa voix était brisée. Oui, je suis désolée. Pour la première fois, elle semblait sincère. De quoi? De tout. De vous avoir traité comme je l'ai fait. De vous avoir utilisé. De vous avoir chassé. Un silence. Vous aviez raison. J'ai tout construit sur l'apparence, sur l'argent, sur le calcul. Et maintenant,
Elle a éclaté en sanglots. Maintenant, je n'ai plus rien. Stéphane me traite comme une moins que rien. Mes enfants me fuient. Je suis seule. J'aurais pu me réjouir. J'aurais pu savourer cette victoire. Mais je n'ai ressenti que de la tristesse. Chloé, la vie nous enseigne toujours, parfois doucement, parfois durement. Elle a levé les yeux vers moi. Comment faites-vous pour être si en paix, après tout ce que nous vous avons fait? Parce que j'ai choisi la dignité plutôt que la vengeance. Et la dignité, Chloé, c'est le seul trésor qu'on ne peut jamais nous voler. Chloé a quitté l'hôpital ce jour-là. Nous ne sommes pas devenus amis. Mais quelque chose avait changé. Elle me respectait, enfin. Quelques mois plus tard, au printemps, Édouard est venu me voir au garage. Il tenait un bouquet de pivoines, mes fleurs préférées. « Maman, je voulais te dire merci. » Pourquoi? Pour avoir été forte quand j'étais faible. Pour avoir dit non quand j'avais besoin d'entendre non. Pour m'avoir laissé tomber, pour que j'apprenne à me relever. Nous avons bu du thé ensemble. Dans ce petit refuge que Philippe m'avait laissé, Édouard a regardé autour de lui. C'est petit, mais c'est beau. C'est à moi. Il a souri tristement. J'ai passé ma vie à courir après les grandes maisons, les beaux quartiers, le regard des autres. Et toi, tu as trouvé la paix dans 50 mètres carrés. Ce n'est pas l'endroit, Édouard. C'est ce qu'on en fait. Ce jour-là, mon fils m'a demandé pardon. Vraiment. Pas pour obtenir quelque chose. Juste pour libérer son cœur. Et moi, enfin, j'ai pu dire « Je te pardonne ». La vie avait rendu justice. Pas par la punition, mais par la transformation. Chloé avait perdu sa froideur et gagné la solitude. Édouard avait perdu son orgueil et gagné la lucidité. Et moi, j'avais perdu ma famille, pour me retrouver moi-même. Un soir, en relisant les lettres de Philippe, j'ai compris. Il avait tout prévu. Le garage, l'argent, la condition. Il savait que je devrais tomber pour me relever. Il savait que la vie me rendrait justice. Et il avait raison. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Toujours. Aujourd'hui, j'ai 75 ans. Je suis assise dans mon petit refuge, celui que Philippe m'a laissé. Mon châle bleu sur les épaules. Une tasse de thé fumant entre mes mains. Par la fenêtre, je vois les arbres du bois de Boulogne danser dans le vent. C'est un matin de printemps. Le soleil brille. Et je suis en paix. Il y a 4 ans, mon fils m'a traité de vieille idiote et m'a chassée sous la pluie. J'ai dormi dans un garage. J'ai cru que ma vie était finie. Mais ce n'était pas la fin. C'était le commencement. Aujourd'hui, je vois Léa et Jules tous les mercredis. Ils ont grandi. Léa a 12 ans maintenant. Jules, 10 ans. Ils me racontent leurs rêves. Je leur apprends à cuisiner, à lire Proust, à regarder le monde avec émerveillement. Édouard vient me voir une fois par mois. Nous buvons du thé. Nous parlons. Pas comme avant, mais différemment, avec vérité. Il s'est reconstruit, lentement, humblement. Il n'est plus l'homme qui m'a chassé. Il est devenu l'homme que Philippe espérait qu'il devienne. Chloé, je ne la vois presque plus. Mais Léa me dit qu'elle a quitté son mari, qu'elle vit seule maintenant, qu'elle cherche encore le bonheur dans les mauvais endroits. Peut-être qu'un jour, elle comprendra. Ou peut-être pas. Ce n'est plus mon combat. Vous savez, on m'a souvent demandé « Garance, comment as-tu fait pour pardonner ?» Je réponds toujours la même chose. Je n'ai pas pardonné par bonté. J'ai pardonné par nécessité. Parce que la rancœur est un poison qu'on boit en espérant que l'autre meure. J'ai choisi de vivre, vraiment vivre. Philippe me manque tous les jours, mais je sens sa présence partout, dans ce refuge qu'il m'a laissé, dans ces lettres que je relis, dans les leçons qu'il m'a enseignées. La dignité avant tout, Garance. Il avait raison. Tout ce que j'ai aujourd'hui, ma paix, ma liberté, mon bonheur, je le dois à un seul choix, avoir dit non. Non à l'humiliation, non au chantage, non à la manipulation. Ce non m'a coûté cher, mais il m'a sauvé. Ce matin, j'ai fermé mon carnet bleu, celui dans lequel j'ai tout écrit, l'histoire de ma chute et celle de ma renaissance. Je l'ai posé sur l'étagère, à côté des lettres de Philippe. C'est mon témoignage. La preuve qu'une femme de 71 ans peut tout perdre et tout reconstruire. Si vous écoutez mon histoire aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous traversez une épreuve. Peut-être qu'on vous a traité mal. Peut-être qu'on vous a utilisé. Peut-être qu'on vous a rejeté. Je veux vous dire une chose. Vous n'êtes pas seul. Et ce n'est pas la fin. La vie nous teste. Elle nous brise parfois. Mais elle nous donne aussi les outils pour nous reconstruire. Un refuge, de l'argent, une lettre, un ami, un sourire.
Les cadeaux de la vie sont partout. Il suffit d'ouvrir les yeux. Mon fils a appris. Mes petits-enfants m'aiment. Chloé a payé le prix de sa froideur. Et moi, j'ai trouvé quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. Moi-même. La vie finit toujours par rendre justice. Pas toujours comme on l'imagine, mais toujours de la façon dont on en a besoin. Alors voilà. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Si elle aide une mère à dire non quand il le faut, si elle aide une grand-mère à choisir sa dignité plutôt que la culpabilité, si elle aide une femme à comprendre qu'on peut tout perdre et se retrouver, alors j'aurai réussi. Je suis Garance Benoît. J'ai 75 ans. Mon fils m'a chassé de chez lui. J'ai dormi dans un garage. Et aujourd'hui, je suis la femme la plus libre que je connaisse, parce que j'ai choisi la dignité, et que personne, jamais, ne pourra me la reprendre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.